Bonjour Alexis. Salut Alexandre, comment ça va? Super. Alors tu as écrit un livre? Ouais. Et comment il s'appelle? Ce que j'ai appris de la vie, liberté absolue. Et donc tu as 24 ans, c'est ça? Et tu as déjà écrit un livre de combien de pages? 200 pages. 200 pages. Et donc tu as appris déjà plein de choses dans cette vie. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit sommaire général? De quoi parle le livre? Le livre parle de comment s'empuissancer, de reprendre sa souveraineté, de comment transmuter les programmes limitants qui nous empêchent de créer notre vie de rêve. Génial. Ça parle aussi de l'équilibre yin-yang. Il y a aussi quelques passages de mon histoire et de ce que j'ai traversé et de comment j'en suis arrivé ici. C'est important. Il y a aussi une introduction en tout début de ce livre qui permet de redistribuer l'énergie de la tête, qui est focus souvent dans la tête, dans le corps. C'est une guidance pour redistribuer l'énergie dans tout le corps. C'est un scan corporel. Eh ben, gratitude. Alexis, je vais te poser plein de questions sur ce livre. Et puis, il y aura juste à être et à ressentir. Donc, si vous êtes là, ici, parmi nous, ce n'est pas par hasard. Eh bien, je vais poser des questions à Alexis qui va nous parler de ses expériences d'éveil de son livre. Il y aura juste à ressentir si ça vous parle. Ok? Ok, gratitude. Alors, quelles questions tu auras à me poser sur le livre? Alors, il y a une centaine de questions, mais j'ai sélectionné les meilleures. Alors, déjà, comment c'est venu cette idée de faire un livre? Puisque tu as 24 ans. Ah oui. Tu as commencé à quel âge? Très bonne question. Alors, j'ai commencé à 22 ans, au Costa Rica, après les stages chamaniques avec plantes sacrées qu'on avait fait ensemble. Et j'ai eu tellement de réalisations et de découvertes sur moi-même, sur le monde, que j'ai commencé à écrire plein de choses. Et j'ai senti que je devais faire un livre. C'est la voie à suivre en fait pour moi de faire des livres, parce qu'il y en aura beaucoup plus qu'un seul. J'ai déjà beaucoup de notes pour le deuxième. Et donc ce livre, c'est la continuité en fait de mon chemin, de mes réalisations. C'est l'envie de partager tout ça. Alors le processus, c'est je fais des méditations, j'ai des réalisations, je note ce que je comprends. Donc soit après les méditations, soit peut-être tout au long de la journée. Ah oui, alors ça peut être après une méditation, ou ça peut être sur un coup d'éclair dans la journée. Un truc qui me tombe dessus et que je réalise en fait comme si j'étais détaché du truc et que je le voyais dans son entièreté et je pouvais décrire son mécanisme et son fonctionnement. Et donc c'est super parce que c'est un livre qui va nous permettre de gagner du temps en le lisant. On va pouvoir voir plein de réalisations. Donc ça me fait penser aussi à mon livre, puisque Qui êtes-vous? J'avais fait exactement pareil. J'avais fait des rapports de méditation et puis au bout de 900 pages, je me suis dit je vais faire un livre. Et puis finalement ça fait 3 tomes. Donc là tu es bien parti, vu que tu continues en permanence à noter toutes les réalisations. Oui. Et puis que tu es à plein temps en fait quasiment sur le chemin d'éveil. Ouais. Donc du coup c'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de réalisations qui seront mises dans le livre, mais aussi sur tes vidéos. Sur ta chaîne, sur ta chaîne YouTube. Comment s'appelle ta chaîne YouTube? Alexis/Etnova. Ok. Ah super. Alors du coup, donc comment tu as pu ordonner, structurer toutes les réalisations? Puisqu'en fait quand ça arrive, c'est un peu dans le désordre, j'imagine. Comment tu as fait pour structurer? Parce que j'ai lu, le livre est très structuré, très logique et passionnant. Il y a vraiment beaucoup de choses, c'est pas un petit livre en fait, il y a beaucoup de réalisations, puisque finalement il y a 2 ans de réalisation. Et beaucoup de pratiques concrètes aussi. Oui, c'est très concret. Il y a de la théorie et de la pratique. Alexis, comment tu as fait la structuration de ton livre? Parce que 2 ans de réalisation dans tous les sens, il a bien fallu structurer tout ça. 4 ans. 4 ans pour écrire le livre? 2 ans, mais il y a 4 ans de cheminement. Ah, 4 ans de cheminement. Donc beaucoup de réalisations, de 20 ans à 24 ans, puisque tu as 24 ans. Donc déjà 4 ans d'écriture et le premier livre à 24 ans, donc félicitations. Mais comment tu as pu structurer toutes ces idées? Je me suis aidé de l'IA, d'une IA qui s'appelle Claude 4, qui est sortie il y a
pas longtemps, là on est en 2025 et cette version très intelligente est sortie il y a 2 mois il me semble. Donc au début moi j'ai écrit tout ce qui me venait sur Word. J'ai fait manuellement au début la structure et je me suis dit il manque quelque chose. Et j'ai demandé à l'IA, donc je lui ai dit tu es un éditeur professionnel, dis-moi si ce livre est éditable. Donc je lui ai envoyé mon fichier Word et il m'a dit non, parce qu'il manque de la structure. Il y a des fautes de grammaire et d'orthographe. Donc l'IA m'a aidé à finaliser la structure de mon livre. Ok, Tout simplement, sans aller voir aucun éditeur, aucun correcteur. J'ai économisé beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Oui, alors du coup, tu as tout fait toi-même, incluant l'image finalement de la couverture. Oui, l'image aussi a été faite par l'IA, mais avec le prompt qui est sorti de mon imagination. Et c'est exactement ce que j'avais en tête. Oui, c'est une très belle couverture. Donc en fait, du coup, tu as utilisé les derniers outils pour être autonome, indépendant et créer ton livre tout seul en fait. Voilà, en autonomie. Donc moi j'ai lu le livre, c'est beaucoup de toi, puisque évidemment je te connais. Donc c'est tout toi. Et effectivement, quand un auteur crée un livre, c'est tout son être, son intelligence, sa sensibilité qui passe à travers les lignes. Donc on sent bien en le lisant qu'on est avec toi. Donc en tout cas, pour ceux qui te connaissent... effectivement, je vais rajouter même qu'il y a mon énergie en fait. Oui. Le livre dégage une énergie particulière et c'est la mienne en fait. Oui, c'est toi. Je te connais bien. C'est quelque chose que j'émane en fait dans la vie de tous les jours. Oui, c'est comme tous les auteurs. Tous ceux et celles qui écrivent un livre mettent leur énergie dans le livre et quand ils parlent, leur façon de parler, leur énergie, ça connecte automatiquement à ton être. La personne. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Et qu'il il est très très intéressant, très instructif, très détaillé. Donc c'est un livre vraiment à lire en plusieurs fois et il est possible de le lire plusieurs fois en fait ce livre, parce qu'à chaque fois quelque chose de nouveau va apparaître. Alors j'ai plein de questions, on va avancer un peu plus dans le détail. Okay. À quel moment tu as été mis sur un chemin dit d'éveil en fait? À quel moment tu t'es dit tiens, je vais aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe par rapport à ce que tu vivais quand tu étais alors ça, jeune? Alors je sais pas à quel âge ça a commencé. Mais... Ça c'est décrit dans le chapitre 1, comment tout a commencé. Mais je vais en parler ici un petit peu. Donc moi il y a 4-5 ans, je pouvais plus relationner avec le monde, les gens. C'était invivable en fait, c'était très souffrant à l'intérieur. Je pouvais plus vraiment vivre. Et du coup, par inadvertance comme ça sur YouTube, je commence à tomber sur une vidéo d'une personne qui a fait une mort imminente et qui parle en fait de façon très posée, sérieuse, des énergies, des mondes un peu, loufoques pour les matérialistes. Ensuite, j'ai découvert le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Et c'est là où, en lisant ce livre, j'ai eu plein de bugs. Mon système, il veut plein de dissonances cognitives, des moments d'éveil. Je me suis dit, mais oui, mais en fait, tout ce qu'il raconte dans ce livre, ça résonne tellement fort et puissamment à l'intérieur que je me suis dit, ok, en fait, le monde n'est pas ce que je croyais qu'il est. Et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à l'éveil et à tout ce monde. À quel âge? À 20 ans. À 20 ans. Et la souffrance, comment elle s'incarnait, la relation à l'autre? Qu'est-ce que ça posait comme problème en fait? Comment ça se vivait? Alors en fait, c'est assez compliqué parce que j'ai des réponses à ça. Parce que maintenant avec le recul, est-ce qu'il y avait des programmes à l'époque? En fait, oui, il y avait des programmes et il y avait aussi une sensibilité très très exacerbée au niveau du corps. Donc c'est dire que là, je me rends compte maintenant parce que j'ai fait beaucoup de ménage à l'intérieur. Donc dès que je rentre en communication avec un environnement ou une personne, je ressens l'énergie à l'intérieur de moi parce que je deviens l'autre en fait, en quelque sorte. Il y a un côté polymorphe chez moi. Donc c'est un très bon outil pour aider les gens en session, etc. Mais par contre,
dans la vie de tous les jours, ça peut être assez compliqué quand on n'a pas la doc de soi et qu'on ne sait pas d'où ça vient, surtout quand on se prend pour cette énergie et on croit que c'est la nôtre. Et au début, il y a 5, 6 ans, 7 ans, et toute mon enfance, mon adolescence, en fait, je remarque aujourd'hui que c'était toujours là, ça a toujours été en moi, mais je ne savais pas en fait. Je pensais que c'était moi qui avait un problème. Donc effectivement, j'avais des programmes, mais il n'y avait pas que moi qui... C'était pas que de ma faute, c'est parce que je ressentais les énergies. Bon, c'était aussi de ma faute parce que je ne savais pas comment... comment tu n'avais pas la documentation de toi. Ouais, donc c'était pas et donc ma faute. tu étais empathe, hypersensible. Voilà. Et comme tu étais avec des personnes plus ou moins toxiques par moment dans ta vie, d'adolescent, du coup tu vivais beaucoup de choses. Ou ils vivaient à travers toi finalement. Ouais. Plutôt dans ce sens-là. Et donc finalement ce livre c'est aussi le parcours de quelqu'un qui... Ouais, ça pleure. Désolé. C'est quelqu'un qui est passé de la rébellion à l'adolescence à l'amour en fait. Pourquoi est-ce que j'arrivais plus à aimer? Et quelqu'un qui s'est libéré en fait et donc, des programmes. Une grande partie des programmes. C'est ça qui est intéressant dans l'ouvrage, c'est comment un jeune homme de 20 ans finit par s'apercevoir que c'est pas ce qu'on lui avait raconté, parce que c'est rapide, 4 ans finalement pour un jeune homme de 20 ans de commencer à voir la réalité, se déprogrammer, et puis sortir de la prison finalement, puisque là... Une fois que c'est enclenché, c'est enclenché en fait. Oui, mais il y a eu plein d'épreuves. Et là, maintenant, c'est 4 ans après. Comment tu l'as vécu, en fait, cette découverte déjà qu'il y a un monde invisible, qu'il y a plus de choses, et comment tu as fait pour décider, d'aller plutôt avec telle ou telle personne ou dans tel ou tel endroit? Comment tu as vécu le système de décision en fait? Parce qu'il y a eu 2 forces qui se sont battues pendant ces 4 ans. Et c'est ça qui est intéressant dans le livre, puisque en fait, le livre c'est le résultat de comment j'ai vaincu les programmes finalement. C'est ça, et c'est vraiment un super livre pour beaucoup de gens. Le discernement et suivre son cœur en fait. J'ai suivi mon cœur et mon discernement. Des fois, le côté analytique, du coup, compréhension. Parce que analyser les choses en fait, pas juste les ressentir, les analyser dans le sens où comprendre. Donc chaque événement qui se passait, il y avait quelque chose en toi qui voulait comprendre comment ça marche, c'est ça? Et du coup, donc à un moment, tu as vu que c'était à l'intérieur qu'il fallait aller et pas à l'extérieur? Exactement. Parce que la plupart des personnes vont essayer de chercher les solutions à l'extérieur. Tu te rappelles quand ça s'est passé, ça? Peut-être ça s'est fait progressivement. Alors, je suis rentré profondément à l'intérieur de moi quand j'ai commencé à faire du pranayama. Là où vraiment tout était... à chaque fois que j'essaye de parler de ça, je n'ai pas de mots qui arrivent parce que il n'y a plus rien pour dire quelque chose. Oui, c'est la présence qui parle. Et le pranayama fait ça, ramène ça. Et c'est la discipline, j'en parle un petit peu dans mon livre, c'est le pouvoir de la discipline énergétique, de la pratique énergétique. Comme support, comme base solide d'éveil. Et comment t'en es arrivé justement à créer ta propre pratique, que peut-être tu vas partager sur ta chaîne progressivement, parce qu'au début, comment ça s'est passé cette pratique finalement? C'est en voyage en Inde, où j'ai rencontré Swami Satchitananda. Et ce jour-là, sur la plage, il nous a enseigné cette pratique du pranayama. C'est venu comme ça, comme par magie. C'était inattendu et ça a marqué ma vie. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui a compris l'importance de ce qui avait été donné à ce moment-là. Et c'est seulement 1 an après, je crois, que tu as commencé à faire la pratique. C'est-à-dire qu'entre le moment où tu as reçu la technologie de pranayama et le moment où tu t'y es mis, il y a eu Parce que je n'avais pas tout de suite compris l'importance.
C'est le temps que ça infuse. Et puis il y avait les programmes aussi qui voulaient pas. Et oui, ils ne voulaient pas. Et bien justement, ça c'est intéressant dans Parce que je le faisais de livre. temps en temps, mais... Comment Mais pas tous les jours. ont agi les programmes pour t'empêcher justement de te libérer? Ça c'est une bonne Ils question. inventent des excuses, ils se font passer pour nous, les programmes se font passer pour moi. Uh-huh. Comment ils font? En fait, quand il n'y a pas assez de discernement d'espace, eh bien, je tombe dans le piège. Je tombe dans cette émotion, cette sensation, cette voix qui parle à l'intérieur de moi et qui se fait passer pour moi depuis ma naissance. Cette émotion, tu dis, cette sensation, c'est-à-dire que ces programmes ou énergies ou entités, je ne sais pas comment l'appeler, sont vivantes quelque part. Oui, c'est vivant. Et il y a une méthode que j'enseigne dans le livre qui permet de transmuter ces programmes, de revenir en son centre, dans son pilier de lumière, dans sa colonne vertébrale, et de ramener tout ça en son centre, dans son pilier de lumière, pour que ça soit dissous dans l'amour, dans la lumière. Et qu'est-ce qu'ils ont dit alors concernant le pranayama pour ne pas que tu en fasses, parce que ça, il y a eu 1 an quand même entre le moment où j'ai reçu la techno et le moment où je l'ai utilisé à plein, et là tu le fais tous les jours maintenant. Hein. Mais c'était pas forcément quelque chose qui paraissait essentiel pour moi. À l'époque. Donc ça s'était pas présenté. Comme le yoga d'ailleurs aussi. Le yoga aussi est venu au fur et à mesure. Donc là, tous les matins, dans ta pratique, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? Tu te lèves le matin? Je me lève le matin, je prends ma douche. Ensuite, à quelle heure? Ça dépend, entre 4h et 7h. Des fois c'est 2 heures. Hein. Des fois c'est 2 heures. Ouais. Et je me douche, je chante Om Namah Shivaya. Ensuite je fais mon yoga et je finis avec mon pranayama. Ça me prend 2h30, 3 heures. Et je reprends ma douche. Donc une douche le matin, 2 douches le matin, une avant et une après la pratique. Et c'est bon. En fait, après, je me sens vraiment opérationnel. Donc, le matin, je rentre profondément à l'intérieur avec ma pratique énergétique. Et comme ça, après, je suis aligné et je peux être dans le mouvement tout au long de la journée, dans une fluidité depuis l'intérieur. Et c'est plus l'extérieur qui va dicter le mouvement, l'action, mes projets, mes idées, mais c'est l'intérieur depuis l'extérieur que je vais agir depuis l'intérieur. Mais depuis la guidance à l'intérieur, pas depuis les programmes dictés qui sont à l'extérieur. Et ça, c'est cette pratique qui te permet d'aller à l'intérieur dès le matin, en fait. Ouais. Et pourquoi c'est important de le faire dès le matin? Alors parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'est le matin que les programmes sont les plus puissants. Et c'est ça qui va définir ta journée. Tu veux dire au lever? Au lever, quand je suis un peu dans le brouillard. Ah oui, avant tu étais dans le brouillard au lever. Mais toujours maintenant. Et je le vois tous les matins, le programme qui est là et qui ne veut pas prendre de douche. Ah oui, donc je démarre dans le brouillard tous les matins. Je démarre dans le... Pas tout le temps, mais je dirais 3 jours sur 7. De moins en moins? De moins en moins. Ok. Ça dépend des jours. Et oui, donc je commence dans le brouillard. Donc c'est ça qui est beau, parce que je t'ai observé. Tu as découvert une technique pour sortir du brouillard dès le matin. C'est pour ça que c'est très tôt. Ouais. Parce que si tu attends 10h ou 11h, qu'est-ce qui se passe? Ah non, que si j'attends... Pour faire la pratique? C'est trop tard, parce que ma pratique dure 2 heures. Ah oui. Mais ça a l'air d'être important de le faire dès le réveil, j'ai l'impression. Oui, c'est essentiel. Mais pourquoi? Alors il y a des études là-dessus. Le cerveau, c'est en fonction de comment tu reprogrammes en fait ta psyché, ton cerveau, tes habitudes, et ça commence dès le matin. Tu informes ton inconscient dès le matin, tu te lèves, je me lève, je fais ça. C'est comme si, dans ce que je comprends, le plus vite possible, je me lève et il y a une habitude qui se crée, de tout de suite je m'aligne, je monte en vibration pour ne pas que les programmes puissent m'empêcher de vivre ma vraie vie, c'est ça? Ouais, et puis d'être bien avec moi-même tout simplement. Pas qu'il y ait des influences qui viennent me parasiter.
tout simplement. C'est quoi ces influences? C'est des trucs qui me font douter, qui m'empêchent de faire, d'agir, des trucs qui veulent rien faire en fait. Tandis que si le matin, si je fais pour moi, je vais me prouver à moi-même aussi que je suis capable, ça va me donner une confiance en moi, et toute la journée en fait il va plus rien avoir qui va bloquer la pleine incarnation de mes projets. Et donc il y a un changement radical entre avant la pratique et maintenant où il y a la pratique tous les matins. Il y a une énorme, c'est incomparable. Je ne me vois plus me lever le matin sans faire ma pratique. Et du coup ça c'est la voie du yogi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on a la découvert sadhana. en Inde. Ça s'appelle la sadhana. Et c'est pour ça que des millions de yogis font cette technique-là de je me lève le matin très tôt. Et alors c'est soit du yoga, méditation, pranayama, toutes les technologies d'Inde. D'ailleurs, tu as un look Inde maintenant. Ouais. Et donc voilà. Alors merci pour cette réponse. Attends, je vais faire voir les autres questions. Gratitude. Le pouvoir de la pratique. Alors Alexis, pour toutes celles et ceux qui ont encore des programmes qui empêchent de se lever le matin, qui empêchent d'agir, et des programmes qui empêchent de vivre ou qui se font passer pour nous, comme ce que tu as vécu, ce que tu as décrit, qu'est-ce que tu recommanderais aux personnes qui nous regarderaient et qui se disent moi j'ai encore des programmes, moi j'arrive pas à me lever, moi je suis influencé, qu'est-ce que tu leur proposerais? Comment commencer en fait à aller dans la bonne direction? Comment être plus fort que les programmes finalement? Quels conseils tu pourrais donner? Alors déjà le premier truc qui me vient c'est lisez le livre parce qu'il y a tout dedans. Ah oui, c'est ton chemin en fait. C'est mon chemin ça. Donc ce livre, il y a tout dedans. Reprendre sa souveraineté, se réapproprier son territoire énergétique, être soi, tout simplement. Mais d'un point de vue concret, admettons, là le matin j'ai du mal, je vais lire le livre, il n'y a pas de problème, mais concrètement par quoi je peux commencer en fait? Concrètement. Et quel est le déclic et comment avoir un déclic? Parce qu'en fait toutes ces forces, en fait, ces programmes, ces résistances ont une force considérable pour beaucoup de gens. Ah, c'est quoi ça? La clé c'est le corps, c'est l'alignement. C'est pour ça que le premier chapitre, tu dis aller dans le corps dès le début du livre. C'est pour ça que oui, l'introduction du livre se fait par un scan du corps qui permet d'installer la présence dans le corps, de redistribuer l'énergie qui est dans la tête dans le corps pour en fait se retrouver à la fin de cette introduction de ce guide dans un état de non-pensée, de présence absolue à soi-même. Et pourquoi c'est important d'aller dans le corps? Pour celles et ceux qui clé vibratoire. Une clé vibratoire, c'est-à-dire? Je vibre depuis ma cellule, dans tout mon corps. J'émets ma fréquence, j'émane ce que je suis, quand il y avait les au travers de mon énergie, de mon corps. Mais pour les personnes, donc, pour celles et ceux qui ont des programmes, des conditionnements et qui ont du mal à se lever le matin, tu leur dis d'aller dans le corps. Je vois. Ils sont bloqués dans la tête et ils veulent pas. En fait, les programmes ne veulent pas que j'aille dans le corps. Ils ne veulent pas que je m'aligne. Ils ne veulent pas que je fasse ces pratiques parce que si je le fais, en fait, mes choix, mes décisions, les actions que je fais dans la matière vont définir ce que je suis et quelle voie j'emprunte. C'est comme s'il y avait une compétition, si je comprends bien, entre les programmes en fait. et le corps finalement. Soit je suis dans la tête, soit je suis dans le corps, j'ai l'impression, avec ce que tu dis. Je peux être dans les deux, mais d'une façon équilibrée. Équilibrée. Avec des énergies qui sont fluidifiées, comme l'eau qui coule en fait. Mais est-ce que ça veut dire que quand j'étais moins dans le corps, et c'est pour ça que les programmes arrivaient à m'attraper, est-ce que ça veut dire ça au début du parcours? Et je crois qu'on l'a vu avec l'alimentation notamment. En fait, c'est pas seulement le corps, c'est les énergies qui traversent le corps.
En fait, aller dans le corps, faire des pratiques énergétiques et de la respiration, hein, c'est pas que aller dans le corps, c'est aussi ressentir sa respiration, disparaître dans le souffle, ressentir son alignement, sa colonne vertébrale. En fait, c'est une pratique de tous les jours, hein, de venir transmuter ses programmes. Ça, c'est la matrice individuelle, en fait, j'en parle dans le livre, qui nous compose, qui nous définit en tant qu'identité, qui fait de nous le caractère qu'on a, nos croyances, nos désirs. Tout ça, c'est ce que je suis en tant qu'identité. Du moins ce que je crois être, mais c'est une identité programmée par les parents, par la société, par les amis que j'ai côtoyés. Et tout ça, ça fait partie de ce que nous croyons être en tant qu'être humain. Mais en fait, nous sommes le divin dans l'être humain. Donc je suis une divinité et je prends conscience de cette programmation à l'intérieur de moi qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, et j'ai la capacité, le pouvoir en tant qu'être humain divin de prendre en charge cette matrice individuelle qui me compose afin de la transmuter, de la reprogrammer, de me déprogrammer pour en fait créer ma vie de rêve, mon meilleur scénario, pour faire les choses pour moi dans cette vie, dans cette vie terrestre. À un moment dans le livre, et ça j'ai trouvé ça intéressant, tu avais un système où tu dénonçais justement les programmes quand tu les voyais. Alors dénoncer, c'est une pratique qui permet de se désidentifier du programme. Donc si tu as la voix qui se fait passer pour toi, au lieu de la laisser être et de venir se coller à toi et de créer une confusion entre toi et la voix, tu dis instantanément dès qu'elle apparaît, je dénonce. Comme ça crée de l'espace. Et en même temps, tu la transmutes, tu la transmutes parce que tu la vois. Et donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, moi, j'ai vu que je peux carrément faire un mouvement énergétique. Donc c'est comme si je la dénonce, c'est comme si elle restait là. Je l'attrape énergétiquement et je la ramène dans le centre, dans mon pilier de lumière, et elle est automatiquement ramenée en mon centre et prise en charge, dissoute, transmutée. Et elle perd son pouvoir. Elle n'existe plus. Elle se dissout. Elle se dissout, elle perd de sa force. Elle disparaît. Ouais. Donc quand je dénonce, quand je vois un programme, je mets les lumières dessus et du coup ça le fait disparaître parce que je l'ai vu. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que finalement dans l'inconscient, si j'ai des programmes que je ne vois pas, puisque justement ils sont inconscients, est-ce que c'est comme ça que la conscience que je suis peut se faire manipuler par moment ? Est-ce que c'est ça le fonctionnement ? Oui, c'est quand la conscience que je suis, la divinité que je suis, croit être seulement l'humain, la programmation de l'être humain. Et du coup, ça t'en parle dans ton livre, hein. Comment Ah oui, dénoncer, j'en parle beaucoup, c'est une important. grande partie du livre. Et ouais, il y a plein d'infos claires dedans. J'en parle beaucoup. Et quel est le lien avec la pratique du matin et le fait de pouvoir justement voir les programmes ? Pourquoi le fait de faire ton pranayama, le yoga, ces montées vibratoires, en quoi ça permet d'être plus conscient ou plus lucide ? Comment ça marche ? Parce que ça fait circuler les énergies, comme ça lave les mémoires, ça lave les énergies bloquées, ça débloque, ça débouche, ça fait circuler, ça active la Kundalini, ça active en fait la puissance d'être que je suis, l'amour que je suis, et je ne peux plus en fait me faire avoir par des programmes quand je suis complètement, tu vois, quand je suis dans un programme, en fait je suis plus dans la globalité de mon corps, c'est comme si j'étais dans une partie du corps et que j'étais bloqué dans un bouchage énergétique, on va dire ça comme ça, tandis qu'après ma pratique je ressens ma corporalité, mon corps dans sa globalité. Et les programmes paraissent vraiment minuscules. Et je ne peux plus m'identifier à ce programme. Je suis géant, en fait, par rapport au programme qui, avant, en fait, était complètement collé. Et pour moi, j'étais cela. Et quand
je fais circuler les énergies avec ces pratiques énergétiques, et ben je vois que c'est des illusions en fait. C'est intéressant ton histoire de petit et de grand, parce que j'ai jamais vu ça comme ça et c'est intéressant. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si je monte en conscience en vibration, les programmes sont petits, je peux les voir, mais si je descends en vibration, les programmes prennent de la place en fait. À la limite, même ils me remplissent tellement que je crois être. Et je peux même plus les voir. Et je les vois plus puisque je suis eux. Parce qu'en fait, ils m'entourent. Ils prennent toute la place. Ils prennent toute la place et je peux même plus me voir. Ma gratitude, c'est une image très intéressante. Et c'est vrai qu'une grande partie du livre explique justement comment les voir, comment les dénoncer, comment s'en sortir et comment se libérer. C'est pour ça que j'aime bien ce livre, qui est très pratique en même temps et très facile à lire. Il y a une écriture très très simple. C'est pas un livre compliqué avec des mots compliqués. Non. C'est un livre simple d'un jeune homme entre 20 et 24 ans qui a écrit tout ce qui lui est arrivé en fait. Et donc il y a un côté innocent quelque part dans le livre qui est très facile à lire. C'est de l'expérience, c'est du vécu. Merci pour cette réponse. Je vais faire la suite. Ça enregistre bien? Ouais, on vérifie, dans le pointeur rouge. Okay. Alors attends, j'avais pris. Ok. Alexis, dans ton livre, tu parles de reprendre son pouvoir. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce concept de reprendre son pouvoir? Qui nous prend notre pouvoir? Et comment le reprendre? En fait, on a oublié qu'on était un être créateur. Donc on a des timidités, des hésitations. On croit qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas assez. Et alors ce livre en fait est un vecteur d'empuissancement parce qu'il partage des clés énergétiques très solaires qui permettent de reprendre son pouvoir. Et en général, on nous a pris notre pouvoir dans le sens où personne ne nous l'a pris, mais c'est nous qui avons oublié que nous étions ce pouvoir. Est-ce qu'il est possible d'avoir donné son pouvoir sans s'en rendre compte? Ah. Oui, quand je ne me respecte pas, que je ne m'écoute pas, et ouais, que je dis quelque chose ou que je fais quelque chose, mais de façon inconsciente, je peux à ce moment-là perdre mon pouvoir en le donnant à quelqu'un sans m'en rendre compte, mais c'est subtil, c'est... Comment savoir si je suis dans mon pouvoir ou si j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose? Comment s'en rendre compte? Tout de suite, il y a quelque chose, comme si je perdais quelque chose. C'est comme si je me sentais décentré, désaligné. Comme si une partie de moi partait. Est-ce que ça veut dire que si je suis aligné, centré, donc grâce à ta pratique, je suis automatiquement dans mon pouvoir? Ça, oui. Et aussi, ça aide à s'éveiller, en fait, cette pratique, et à voir quand est-ce que je perds mon pouvoir ou pas. Parce que je peux être inconscient, en fait, de ces choses-là. Moi, j'en parle, je dis ça parce que je sais que j'ai donné mon pouvoir dans mon adolescence, dans mon enfance, à beaucoup de gens. Mais en fait, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est que maintenant que je m'en rends compte, que j'ai donné mon pouvoir une multitude de fois sans m'en rendre compte. Et donc, c'est tout un travail de dire non. C'est la force du guerrier de lumière. Et voilà. Et du coup, ça parle de son territoire et de poser ses limites.
Et ça, c'était un parcours, t'en parles dans le livre. Ah oui, c'est encore un parcours de tous les jours, de respecter ses choix, son territoire, de ne pas se laisser happer, de rester dans son centre, dans son territoire. Du coup, comment tu fais alors pour savoir si... Ça se sent en fait. Comment je fais? En fait, c'est quelque chose qui est là en moi. Et tout de suite, je sais si je perds mon pouvoir, si je me sens drainé énergétiquement. Je le vois tout de suite. Donc c'est une écoute de soi. C'est une écoute de soi profonde parce que, ah oui, profonde. La pratique, juste parce que je réponds, la pratique ramène à l'intérieur. Et donc je conscientise énormément de choses sur moi quand je vais à l'intérieur. Mais profondément à l'intérieur. Pas, voilà. C'est des pratiques qui ramènent dans l'espace intérieur. Est-ce que ça veut dire que la société, la vie a tendance à nous amener toujours à l'extérieur? Oui, parce que la société, elle est dans le mental. Elle est coupée de l'énergie, des sensations du corps. Elle est purement matérialiste. Donc en fait, il n'y a pas d'intérieur pour la société, ça n'existe pas. Et oui, très bien vu, il n'y a pas d'intérieur pour la société, c'est ça le problème. Bah non. Il n'y a que le monde extérieur et la survie. Oui, la pseudo-science nous fait croire qu'il n'y a qu'un monde extérieur. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas mesurer l'intérieur. Et donc ils ont fait croire à tout le monde qu'il n'y avait pas d'intérieur parce qu'ils ne pouvaient pas le mesurer. Et donc effectivement, la société veut nous faire croire qu'il n'y a pas d'intérieur. Or, le chemin d'éveil, c'est que à l'intérieur finalement. Et oui. Et est-ce que tu as vu que nous créons la réalité de l'intérieur? Le chemin d'éveil, c'est que à l'intérieur. Alors attends, j'étais en train de poser une question là. Vas-y. Il faudra faire un coupage. Est-ce que tu avais vu que nous créons notre réalité de l'intérieur vers l'extérieur? Oui. Ah oui. Et comment tu avais vu ça? Comment ça s'est passé? Ah oui. Bah, à chaque pensée que je pouvais avoir, je voyais ma réalité se transformer, mais en direct, comme si l'hologramme était en train de changer. En direct? Ah oui, c'est parce que des fois je suis encore relié à des programmes, des pensées qui viennent de mon passé toxique, et je les vois si je commence à les croire, à les valider, ces pensées, et que je les dénonce pas, que je viens pas les transmuter, mais que je m'y identifie, je vois tout de suite ma réalité, ma perception, un voile se poser, et comme si tout l'hologramme, je changeais de dimension en direct. Et ça, je l'ai vu, mais avec une force. Tu l'as vu en cérémonie chamanique ou non, dans la ville? Vu dans la ville à un moment au Vietnam, en cérémonie chamanique, je l'ai vu, et je l'ai vu aussi très puissamment, et je l'ai vu aussi au Vietnam, à un moment, j'étais là dans la rue, puis il y a une pensée qui arrive, et je commence à la croire, à la valider, mais je vois que ça vient pas du cœur. En fait. Et je vois le truc changer. Je vois que ouais, si je crois cette pensée, si je vais dans son sens, toute ma réalité va se modifier, ma perception des gens va se modifier, tout va se modifier. C'est vrai, une fois, tu m'as dit... Mais c'est passionnant de voir ça en soi. Et ça, c'est grâce aux pratiques. Un jour, tu m'avais dit que ce qui était important, c'est de voir si je crois cette pensée, où est-ce que ça m'amène. C'est un peu de ça dont tu parles. Donc comment tu analyses, comment tu fais pour, quelque part, pour décider et pour voir la validité d'une pensée finalement, ou d'une émotion, ou d'une... Comment, parce que tu t'es entraîné finalement à... Parce que c'est une pensée lumineuse qui vient du cœur, qui m'amène vers le renouveau. Vers quelque chose de lumineux ou qui me fait vibrer en fait, qui m'amène à m'empuissancer, à me redécouvrir, à me prendre en charge. Ou est-ce que c'est une pensée qui va... En fait, la pensée a une couleur. Ah, ok. Elle a une énergie. Et tout de suite, en fait, j'arrive à voir la fréquence de cette pensée, si elle est basse, ou elle est haute. Pensée d'amour ou de séparation. Exactement, tout simplement. Mais tu t'es habitué à voir ça au début, c'était pas si évident. Non. Et quel a été le processus pour finalement avoir de l'expérience sur les couleurs des pensées? Le goût des pensées même, je dirais, ou le parfum des pensées? En fait, ça me dit que tous les matins, quand je rentrais à l'intérieur,
et ben, je prends conscience de mon monde intérieur. Et les pensées, ça fait partie de mon monde intérieur. Et donc, je deviens plus seulement maître de mon extérieur, de mon territoire extérieur, et je deviens maître de mon territoire intérieur. Et donc, c'est comme si tu es dans ta maison et que tu as des intrus qui arrivent. Et ben, c'est pareil à l'intérieur. Tu as des pensées, des intrus qui arrivent, et ils vont essayer de te... Si tu n'es pas conscient, ça peut être des entités, des programmes, des parasites, ils vont essayer de te faire aller dans leur sens, dans leur direction, sans que tu en aies conscience. Et ça, beaucoup d'êtres humains en est victime, parce que la plupart n'ont pas conscience de ce monde intérieur. C'est une très belle image de maison intérieure et d'intrus qui viennent chez toi, dans ton salon, et t'expliquer ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. C'est une très belle image. Il y a beaucoup de belles images dans ton livre. Donc ça, c'est super chouette. Et c'est un livre qui guérit, puisqu'en fait, si je lis le livre, je comprends ce que tu dis. Alors instantanément, finalement, c'est comme dénoncer. C'est je mets la lumière, la conscience, et ah mais oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et du coup, ça va guérir tous ceux qui vont le lire. C'est ça qui est super. Donc oui, c'est bien l'histoire de la maison et des intrus. Est-ce que tu sais comment il est possible que des pensées ou des intrus, ou des énergies ou des entités ou des parasites comment ils font pour rentrer? Alors je tiens juste à préciser qu'il n'y a pas besoin de se protéger contre ces intrus, ces entités. Il suffit juste de vibrer de sa fréquence, son alignement, de faire ce qu'il y a à faire dans ma réalité présentement, ici et maintenant, et d'y aller. D'écouter mon flow intérieur et de ne pas me laisser comment ces entités, ces pensées peuvent avoir une influence sur moi parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que je ne m'écoute pas, je ne suis pas mon flow intérieur et que je ne prends pas mes responsabilités et que je suis désaligné. Donc d'une certaine façon, je les laisse entrer. C'est comme si j'ouvre la porte et je dis à tout le monde venez à la maison, c'est ça? En fait, alors que si je suis dans mon territoire, je les laisse entrer ancré, parce qu'il y a des failles. Parce que je ne me prends pas pleinement en charge, je ne suis pas pleinement souverain de ma vie. Et c'est quoi ces failles? C'est des incertitudes, des doutes, de la haine, de la colère, de la séparation. Tout ce qui me fait vibrer bas. Ok. Gratitude. C'est clair ou pas? Oui. C'est des très belles images. Ah oui, c'est clair. Super clair. Vraiment, c'est bien, non mais c'est bien parce que c'est des choses nouvelles en fait aussi, on n'a pas parlé de ça. Alors j'ai une autre question pour toi Alexis, c'est comment accueillir nos parts d'ombre et quel est le lien entre les parts d'ombre alors attends, pardon, j'ai perdu le truc. Ah oui, c'est ça. Alexis, comment accueillir nos parts d'ombre et quel est le lien entre nos parts d'ombre et la blessure de rejet? Parce que tu en parles dans le livre, et c'est vrai que la blessure de rejet, c'est quelque chose que tu connais bien et que tu as transmuté de plein de façons. Et donc ça c'est intéressant pour le lecteur parce que beaucoup de personnes ont de la blessure de rejet. Donc comment tu vois les choses? Déjà, faut relativiser un peu la blessure du rejet. Je me sens rejeté, pourquoi? Parce que je ne me sens pas accepté pour ce que je suis. Alors, en fait, pour juste s'en foutre de la blessure du rejet, c'est de suivre en fait son flow, sa guidance, et de s'abandonner à ça, et de faire les choses pour soi, de rencontrer, d'aller dans là où je suis appelé à aller. Mais comment elle se constitue la blessure de rejet en fait? Qu'est-ce que tu as vu là-dessus par rapport à l'ombre? Est-ce que tu en parles dans le livre? Par rapport à l'ombre? Ouais, mon rapport à mes zones d'ombre. Les fameux programmes en fait. Est-ce que tu as vu le mécanisme, comment ça fonctionne en fait? Comment les la parts blessure de d'ombre, rejet, c'est... Ah oui. Comment les programmes rejettent les autres
pour que je me fasse rejeter, pour nourrir finalement le cycle de je suis rejeté, je rejette, je suis rejeté, je rejette. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans toute ma vie. Et c'est quelque chose qui peut être encore là à certains moments, parce que c'est profondément ancré. Mais par contre, je ne suis plus soumis à cette blessure du rejet. C'est-à-dire que des fois, elle est là. Mais vu que j'ai cette force en moi, tous les matins par exemple, je fais ma pratique, j'ai des techniques de transmutation, des programmes, de prise en charge, et bien elle perd son influence. Elle est beaucoup moins. Elle est là, mais elle est beaucoup moins puissante. C'est comme si elle était passée de 90% à 15%. Et je le vois en fait, c'est comme tous les programmes que je peux percevoir de temps en temps. Et ça crée aussi une sensation, une émotion. C'est quelque chose de très émotif, la blessure de rejet. Ah, c'est relié aux émotions. Et quelle émotion ça je crée ressens? quelque chose, une sorte de tristesse, une douleur. Et ça crée aussi de la culpabilité. Pourquoi est-ce que l'autre il va me rejeter? Pourquoi est-ce que je vais me sentir rejeté? Mais il y a aussi... Il faut faire attention à la blessure de rejet parce qu'elle peut créer une anticipation et créer des scénarios dans notre tête qui sont fictifs. Et c'est à ce moment-là que je vais rejeter l'autre pour pas être rejeté, parce que je crois que l'autre va me rejeter, mais alors que c'est faux. En fait, c'est tout un scénario qui se crée dans ma tête. Et je me dis, oh, mais ça se trouve, il va se passer ça. Je vais être le premier à le rejeter pour pas vivre ça. Et ça, c'est... Donc ça fait partie des stratégies de certains programmes alors, j'ai l'impression. Oui, et c'est les programmes qui appuient sur la blessure du rejet. C'est comme si, dans ce que je comprends, les programmes avaient intérêt en fait à créer le rejet pour être vivant. Ouais, alors j'ai un truc juste, c'est... Ouais, j'ai perdu. Ah. C'est... Les programmes fonctionnent pas mal sur l'émotivité, la sensibilité de la personne. Parce que souvent, c'est par les émotions qu'on se fait manipuler par des entités. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que j'agis pas pleinement pour moi? Parce que j'ai des émotions qui me font de peur, de fragilité. C'est la peur. Et donc si je comprends bien, il y a un lien direct entre les émotions et les programmes. Oui. Ça c'est intéressant parce que moi j'ai jamais eu beaucoup d'émotions dans ma jeunesse. Parce que les programmes... Et du coup je suis assez différent là-dessus en termes de fonctionnement. Les programmes et les entités fonctionnent vachement et sur la manipulation émotionnelle et les blessures des gens. C'est pour ça que tout à l'heure dans l'interview je parlais des failles. C'est parce qu'on a des failles qu'on est manipulable, attaquable par les programmes et des entités. Ok, donc j'ai compris le processus, c'est un programme créer une situation pour qu'il y ait une émotion pour nourrir le programme. Quelque chose comme ça. Ouais, ou une situation arrive et si j'ai pas la force en moi pour me dire ok, en fait j'ai tout en moi pour agir dans cette situation, si j'ai pas ça, c'est à ce moment-là qu'il y a tout un truc émotionnel qui va s'activer et il y a des programmes des entités qui vont en profiter pour engrainer le truc, créer des pensées, des scénarios, se faire passer pour moi et m'amener vraiment hors de mon chemin. Et donc, quel est le lien entre les émotions et les programmes? Comment ça marche? Alors, il y a des programmes, des émotions qui peuvent créer des programmes qui peuvent créer des émotions. Ou même des ressentis corporels même. Hein. Des ressentis corporels. Parfois, hein, oui. Il me semble. Et il y a aussi des émotions qui peuvent attirer des programmes, des entités, des parasites. Ah, ok. Et qui ensuite vont comme s'accrocher à ça, maintenir le cycle émotionnel. S'en nourrir, j'ai l'impression. Pour s'en nourrir. Pour s'en nourrir, ok. Et donc c'est... Mais ça c'est vraiment du petit truc. Hein. C'est-à-dire quand j'en parle comme ça, mais je dis que c'est un petit truc parce que
quand on se prend en charge, tout de suite on voit que c'est une émotion. Ah oui, mais pour beaucoup de gens, c'est un gros truc qui prend toute la place. Et d'ailleurs, dans le passé, ça a pris par moments toute la place. Donc c'est un petit truc maintenant, avec ton niveau de conscience maintenant, le pranayama, mais ça a été, pour beaucoup de personnes, c'est encore très très présent et ça peut paralyser une vie. Hein. Donc c'est pas un petit truc pour beaucoup de personnes qui sont soumis en fait. Hein. Donc c'est important d'expliquer le fonctionnement, parce que si la conscience comprend le fonctionnement en fait, et les liens entre les programmes et les émotions, eh bien ça permet à tout le monde de s'éveiller finalement et de se déprogrammer. Je vais juste dire un truc, quand vous êtes pris dans une boucle émotionnelle qui est alimentée par le programme dans la tête, il y a une discipline en fait qu'il va falloir mettre en place, des habitudes saines, des pratiques d'éveil pour sortir de cette hypnose en fait, de cette transe. Ouais, c'est une forme d'hypnose. Ouais. Et il va falloir vraiment, c'est comme une guerre en fait. Oui, il y a une résistance, il y a deux forces qui il va falloir se battent. Se mettre à agir pour soi, à rugir pour soi. Et comment ? En se levant pour soi. C'est-à-dire ? En agissant pour soi, en commençant à changer ses habitudes. En comprenant son intérêt, c'est ça que tu veux dire ? En faisant des jeûnes, il y a plein de pratiques d'éveil en fait. Plein de pratiques qui vont permettre de s'intérioriser et de commencer à modifier en fait ce cycle négatif dans lequel je suis installé depuis peut-être des jours, des mois, voire des années. C'est créer des nouvelles habitudes saines. Et quoi par exemple comme pratique ? Tu peux donner des exemples de ce que tu connais ? Tu parlais de jeûne. Qu'est-ce que ça fait le jeûne par rapport au programme ? Le jeûne, quand je fais un jeûne, moi ça me donne une force et un courage. Parce que c'est comme s'il y avait... En fait, il y a un rapport entre la nourriture émotionnelle qui, comme bouche la vision et qui diminue le niveau de conscience d'une personne. Et qui remplit tout l'espace intérieur et du coup, j'ai plus de vision claire sur mon intérieur. Tandis que si je fais un jeûne, il n'y a plus rien dans mon système qui brouille, qui cache. Et mon système est vide. Donc je suis beaucoup plus lucide et clair avec moi-même. Alors on avait vu dans nos expériences qu'il y avait un lien entre la nourriture et les programmes et que certains programmes faisaient manger, notamment le soir, pour pas que tu puisses faire ta pratique le matin par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est surtout pour carrément influencer mon état d'être en fait la veille. Quel est le lien ? Comment ils font les programmes alors ? Ils font manger n'importe quoi ? Comment ils faisaient ? Ça c'est intéressant pour celles et ceux qui nous regardent parce qu'ils n'ont pas forcément conscience que des programmes peuvent faire manger parfois des mauvaises choses pour baisser le taux vibratoire. C'est très intelligent finalement de la part des programmes. Ouais. Comment ça marche ? C'est pour ça qu'il faut rester attentif et pas se laisser happer par des pulsions animales. Ou de nourriture tu veux dire aussi ? Des pulsions de nourriture, des pulsions animales. Animales, ok. Je fais une petite parenthèse, et j'avais lu un truc qui disait que les Cro-Magnons, quand ils trouvaient à manger, ils se goinfraient à fond parce qu'ils savaient que peut-être pendant 3-4 jours, ils ne vont plus avoir à manger. Oui, comme les chiens par exemple. Comme les chiens ou comme les chiens font ça. Comme tous les animaux en fait. Sauf que maintenant... Pas les chats je crois, mais beaucoup d'animaux. Ah ouais. Et du coup, quel est le lien entre les programmes et la nourriture ? Comment ils faisaient dans le passé ? Qu'est-ce que tu as trouvé en fait qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent ? Qu'est-ce que tu as compris du mécanisme ? Déjà, de manger des choses vibrantes, énergétiques, vivantes, qui sont vivantes. Parce que les programmes faisaient manger des choses lourdes ? Les programmes, en fait, c'est un autre texte que j'ai écrit qui n'est pas dans le livre, mais on a tout un système d'influence en fait dans la matrice dans laquelle on se trouve. Qui c'est qui a eu l'idée de créer des produits ultra chimiques qu'on mange, de la viande, des produits transformés, super sucrés, avec du sucre blanc qui c'est du poison, ou gras aussi des fois, du gras, enfin plein de choses super mauvaises pour la santé qui ont été mis là dans les supermarchés, les sodas, et que tout le monde mange et boit par manque de conscience, par manque de connexion au corps physique. Et qu'est-ce que ça fait concrètement par rapport au niveau vibratoire ? Ça altère la chimie du corps, ça modifie la structure moléculaire, chimique,
ça déstructure en fait tout l'organisme qui n'est pas du tout fait pour manger. Et ça baisse le taux vibratoire. Et ça baisse le taux vibratoire. Et les programmes, du coup, s'en nourrissent. La clarté que je perds quand je mange ces trucs, elle est énorme. Ah oui, ça, il y a une fourmi qui arrive. Tu es visité par une fourmi. Et oui, c'est pour ça qu'en stage ici, on mange de façon extrêmement parfaite, hein, avec végétarien maintenant, mais aussi des produits vivants, du potager, ce genre de choses. Et ça, on a bien vu tout au long des voyages, hein, autour du monde, l'intérêt de la méditation. Et parfois, tu fais des jeûnes alors, aussi. De temps en temps. Ouais, quelques jours de jeûne ou manger moins. Ou juste des fruits en fait. Les jeûnes pas souvent, très peu, mais je fais des jeûnes dans le sens où, par exemple, dans une journée, je mange que des fruits. Oui, ou tu manges une fois par jour. Ou une fois par jour, maxi. Voilà. Je mange donc c'est une forme de jour. jeûne en fait, intermittent, de manger. Ouais, je suis toujours en jeûne intermittent en fait. Oui, une fois toutes les 24 heures, tu manges un peu. Voilà. D'ailleurs, tu as un corps de yogi. Bah oui, et j'ai pas besoin de manger plus parce que je me nourris entre le repas de fruits et ça me va très bien. Et finalement, je me demande, en regardant ta vie de yogi et ton corps de yogi, si les êtres humains n'étaient pas en train de manger trop, et si je me demande si finalement c'est pas les programmes qui mangent à leur place. Ah oui, t'as totalement raison. C'est exactement ça. C'est ça, hein. Pour celles et ceux qui nous regardent, ils peuvent se poser la question, mais qui mange en moi? Ils déstructurent le système et après ça devient super facile de manipuler la personne parce que la personne elle n'est pas dans son autorité intérieure, dans sa clarté intérieure, dans un système équilibré et sain, ce qui fait que c'est la porte ouverte à plein de choses. J'ai remarqué que plus les êtres étaient éveillés, moins ils mangeaient. J'ai remarqué ça au niveau statistique, donc ça va dans ce sens. C'est exact. Puisque les yogis sont toujours très minces en fait, si on regarde bien, et ils mangent pas beaucoup. Donc c'est assez économique finalement dans ce système, parce qu'il n'y a pas besoin de manger beaucoup, mais comme si il n'y avait plus les programmes qui mangeaient n'importe quoi. Et donc du coup ça consomme moins d'énergie. Donc il y a quelque chose à travailler là-dessus. Puis la viande ça coûte super cher, hein, il me semble. Ah, ça coûte très très cher, oui. Alors arrêtez la viande, il y a plein de choses. Tout ce qui n'est pas végétarien coûte cher en fait. Ouais. À part les barquettes de cerises et les barquettes de fraises. Oui, ça c'est pas, ça c'est des fruits ça. Il n'y a pas de souci. Mais merci pour cet éclairage qui va aider beaucoup de personnes. Gratitude. Merci beaucoup pour cette première interview. J'aimerais qu'on en fasse d'autres. Peut-être de façon régulière, de façon à entrer dans l'univers d'Alexis et comprendre les fonctionnements en fait. Hein, de ce que j'ai réalisé. Oui, parce que c'est très vaste. Hein. De ce que nous avons appris ensemble, mon chien. Oui, parce que c'est vrai qu'on a appris aussi ensemble. Parce qu'on est toujours ensemble. Oui, on est toujours ensemble et c'est vrai que ça a été un travail d'équipe, évidemment, un travail de couple aussi, de s'entraider à être plus dans le cœur, positionné dans l'amour, plutôt que laisser les programmes et les conditionnements venir. Et c'est vrai que pour ma partie, ça a été beaucoup d'apprentissage en fait, hein, de te voir. C'est vrai que tu as beaucoup évolué aussi. Oui, il a fallu. Ça n'a pas été facile pour moi. Tu as beaucoup changé, quoi. T'as pris. Oui, j'ai beaucoup changé, mais ça n'a pas été facile pour moi au début, en tout cas. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de subir en fait les programmes, puisqu'en fait les programmes, nous avons été deux à les subir. Ah oui. Oui, parce que moi je les ai subis autant que toi, les programmes pendant, là ça fait 4 ans maintenant qu'on est ensemble, et alors ça a été un travail. Au début on ne comprenait pas pourquoi. Ah oui, il y a eu des... Puis moi j'ai appris... Il y a eu une incompréhension de pourquoi tout d'un coup il y avait un switch, c'est-à-dire que certains programmes arrivaient carrément à te remplacer, hein, tout simplement. Se faire passer pour moi. Mais du jour au lendemain, comme ça. Il suffit d'un élément déclencheur. C'était une grande expérience, hein, gratitude pour ma formation. Moi, ça m'a formé. C'est pour ça que je suis devenu un grand clairvoyant. Là, maintenant, même si je fais 1m58, là, en termes de programme et de blessures de rejet, je suis très au point. J'ai vraiment... bien vu comment ça fonctionnait, puis on a vu ensemble aussi pendant les stages à Saint-Nexan comment ça fonctionnait. C'est pour ça qu'on sera enchanté d'ailleurs d'aider toutes celles et ceux qui viendront vers nous pour recevoir cette expérience finalement, parce que c'est de l'expérience.
En tout cas, les personnes qui veulent peuvent aussi faire des sessions privées avec toi, puisque tout ce que tu as pu enlever comme programme ou voir, eh ben, tu peux aider les personnes à en prendre conscience. Donc ça, c'est très bien et ça a une grande valeur, puisqu'en fait, finalement, en une session, il est possible d'enlever quelque chose plutôt que d'attendre des années ou des dizaines d'années, puisque toi, tu sens, en fait, hein, tu es habitué à certains programmes. Oui. Et du coup, tu peux les repérer immédiatement. Je sens très bien les énergies, et je peux devenir l'autre pendant la session, hein, carrément, tout en gardant mon ancrage à moi-même. Et donc, c'est une fabuleuse manière de pouvoir aider l'autre. Oui, il y a eu des très bons retours sur les sessions privées que tu fais en clairvoyance. Peut-être on peut terminer cette interview-là sur comment ça se passe une session privée avec toi. À quoi s'attendre, pourquoi venir en fait en session privée? Si vous voulez vous déprogrammer, si vous voulez prendre conscience de ce qui bloque en vous, de ce qui vous empêche en fait de suivre votre voie intérieure, c'est quand j'ai conscience de mettre en lumière des choses en vous, en fait, de vous permettre de mettre de la clarté, de la lumière sur votre intérieur, sur votre obscurité. Oui, c'est une fourmi. Une fourmi qui te visite depuis tout à l'heure. Ah, les grosses. Elle a fait tout le tour de la tête. La visite. Et bien comme nous, hein, nous sommes là en train de visiter dans cette interview l'univers d'Alexis. La fourmi a visité. Elle a été un peu partout sur toi. Elle s'est dit tiens, c'était intéressant. Ok, donc si je sens des blocages sur moi, je peux prendre une session privée et puis ensemble il y aura une exploration et une résolution. Hein, c'est ça? Une alchimie, des compréhensions, des réalisations. Ok. Et gratitude pour cette première interview. J'espère qu'on pourra faire un cycle, en fait, parce que c'est un vaste sujet. Là, nous avons vu un tout petit morceau du livre, hein, et il y a beaucoup de choses à voir. Gratitude, merci beaucoup, merci. Je t'aime. Merci pour l'aventure. Om Namah Shivaya. Om Gratitude. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Gratitude pour les voyages, l'aventure et les stages et tout ce qu'on continue à explorer. Merci, et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Gratitude. Et donc, n'hésitez pas à lire des chapitres de ce livre et puis même peut-être l'acheter. Hein. On peut rappeler un petit peu le Alors, titre, il y aura juste le chapitre 1 qui sera disponible gratuitement. Comment tout a commencé. Donc, ça introduit un peu ce que je suis dans mon personnage et mon parcours d'éveil et de transformation. Et on va redonner le titre du livre qui est disponible sur Amazon. Ouais. Comment il s'appelle? Ce que j'ai appris de la vie. Ce que j'ai appris de la vie d'Alexis Feuillat. Liberté absolue. Voilà, liberté absolue si vous souhaitez vous libérer et vous éveiller. Gratitude, merci. C'est Alexis Etnova. Oui. Alexis Feuillat, mais c'est pas ce qui est marqué sur le livre. Ah d'accord, c'est Alexis Etnova. Ok. Etnova, c'est mon nom d'être. Voilà, donc sur Amazon.fr. Voilà. Gratitude. Merci, je t'aime. Merci, je vous aime. À bientôt. Salut. Gratitude de se retrouver dès que vous le sentez, dès que vous avez envie de nous retrouver. À bientôt. Merci. Gratitude.